Bon, eh bien, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce webinaire qui est consacré aujourd'hui eh bien, à cette convention citoyenne euh, qui a rendu un certain nombre de conclusions en avril et qui concerne la fin de vie. Et ce pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui est à la fois je dirais, une raison qui nous tient tous à cœur lorsqu'on est français de l'étranger, c'est que malheureusement, souvent, nous sommes consultés un peu en décalé des autres et que on se crée nos opportunités lorsque l'on ne fait pas partie, comme ça a été le cas pour cette convention, des tirages au sort ou des consultations un peu plus directes. Donc, nous avons aussi, nous, Français de l'étranger, un avis à donner, des questions à poser. Et c'est pour cela que je me suis entourée alors de deux experts, mais un troisième vient de m'annoncer que comme il avait pris du retard sur l'organisation d'un colloque qu'il organise, soit nous rejoindra un peu plus tard, soit nous verrons à lui transmettre un certain nombre de nos questions, et qui est Xavier Iacobelli, sénateur. Voilà, donc, et qui est très impliqué également sur ce sujet. Donc, en tout cas, je remercie mes deux collègues avec lesquels j'ai eu la chance de travailler à l'Assemblée nationale. Et pour ceux qui connaissent à la fois leur parcours, je vais le redonner quand même. Il s'agit d'Olivier Falorni, député de la première circonscription de Charente-Maritime. Il est actuellement président du groupe d'études sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. En 2017, Olivier a déposé une proposition de loi donnant le droit à une fin de vie libre et choisie. Il est membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Récemment, monsieur le député Falorni a été président de la mission d'information sur la loi dite Claes-Leonetti. Cette mission d'information a rendu ses conclusions fin mars, mais on le laissera évidemment l'aborder également. Et puis Jean-Louis Touraine, que j'ai grand plaisir à revoir, avec lequel j'ai partagé également les bancs de l'Assemblée nationale, qui est professeur de médecine, ancien député de la 3e circonscription du Rhône et ancien président du groupe d'études sur la fin de vie à l'Assemblée nationale de 2017 à 2022. Très engagé sur les sujets de société. En 2017, M. Touraine a déposé une proposition de loi portant sur la fin de vie dans la dignité, et en 2021, une autre visant à garantir et renforcer les droits des personnes en fin de vie. Merci, messieurs, d'être présents à nos côtés. Et une petite présentation de Xavier qui excuse jusqu'à cet instant son absence, pardon, qui est sénateur des Hauts-de-Seine. Il est membre du groupe de travail des parlementaires sur la fin de vie, et mis en place par Madame Agnès Firmin et Olivier Véran dans le cadre de la Convention citoyenne. Voilà, merci messieurs à nouveau pour votre présence et pour vous livrer à l'exercice des questions-réponses qui aura lieu dans un second temps. En attendant, je laisse la parole à Yasmine pour nous présenter une petite introduction qui durera 4 minutes, pas plus, mais qui présentera le cadre et les actualités sur les débats engagés sur la fin de vie. Je te laisse la parole, Yasmine. Merci madame, bonjour à toutes et à tous. Donc en guise d'introduction, il apparaissait important de revenir sur quelques définitions concernant la fin de vie et comme vient de le rappeler madame la sénatrice, sur les dernières actualités qui ont pu relancer le débat. Donc tout d'abord, selon le Code de la santé publique, la fin de vie désigne les moments qui précèdent le décès d'une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. On peut définir aussi les soins palliatifs, qui sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. Donc, les soins palliatifs visent à prévenir et à soulager les souffrances, qu'elles soient physiques, psychosociales ou spirituelles, grâce à la reconnaissance et à l'évaluation de l'ensemble des besoins. Néanmoins, on note aujourd'hui que l'accès aux soins palliatifs est réparti de manière très inégale sur le territoire, et on note qu'en 2021, 21 départements ne disposaient pas d'unités de soins palliatifs, et par ailleurs, la filière connaît une grosse pénurie de soignants. Il convient ensuite de définir l'aide active à mourir, qui regroupe le suicide assisté et l'euthanasie.
Donc l'euthanasie, c'est un acte pratiqué par un médecin visant à causer délibérément la mort en administrant un produit létal. Pardon. En France, l'euthanasie est interdite car elle peut être considérée comme un homicide ou un empoisonnement et donc punie par la loi. Ensuite, on définit le suicide assisté, qui consiste pour un médecin à prescrire à un patient des médicaments qui lui permettraient de se suicider. En France, il n'y a pas de loi qui l'autorise, et cela même pour les patients atteints d'une maladie incurable ou en fin de vie. Le suicide en tant que tel n'est pas réprimé en France, donc la loi ne sanctionne pas la personne qui commet par elle-même et pour elle-même ce type de suicide. Néanmoins, celui ou celle qui aurait aidé la personne à se suicider peut être condamné. Ensuite, on va définir les directives anticipées qui sont encadrées par la loi depuis quelques années. Donc, les directives anticipées permettent à toute personne majeure d'exprimer ses volontés, notamment sur la fin de vie, pour les faire valoir dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s'exprimer. Et ensuite, il y a la personne de confiance qui est désignée par le patient pour l'accompagner dans son parcours médical et le représenter pour ses décisions médicales s'il n'est plus en mesure de s'exprimer. Donc, la personne de confiance va guider le médecin qui va consulter en priorité la personne de confiance pour prendre les décisions. Donc, on va faire un rapide point sur le cadre législatif actuel, mais ensuite, je laisserai nos experts revenir plus en détail dessus. Donc, en 2005, il y a eu la loi dite Leonetti, qui est la première loi spécifique à la fin de vie, qui a introduit l'interdiction de l'obstination déraisonnable et qui a aussi introduit la rédaction donc, des directives anticipées que je viens de définir, même si dans la loi de 2005, ces directives étaient limitées dans le temps et n'avaient pas de valeur contraignante. Ensuite, en 2016, la loi dite Claes-Leonetti a été votée et M. Falorni vient de, donc, comme l'a dit Mme Casbonne, présider une mission d'information à l'Assemblée nationale sur cette loi et donc je laisserai revenir plus en détail là-dessus. Donc en termes d'actualité, Mme Casbonne en a parlé, de fin décembre à fin mars, s'est tenue une convention citoyenne sur la fin de vie avec 185 membres des citoyens et citoyennes tirés au sort qui devaient répondre à la question posée par la Première ministre qui était: le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou est-ce que d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Donc, les conclusions de cette convention citoyenne ont été rendues début avril. Elle s'est prononcée à 75,6% en faveur d'une ouverture conditionnée à l'aide active à mourir. Pour 39,9% des votants de la convention citoyenne, le suicide assisté et l'euthanasie doivent être proposés au choix. Par ailleurs, les votants se sont également prononcés en faveur du développement des soins palliatifs qui, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas garantis d'accès à tous. Et enfin, la Convention citoyenne a souligné l'importance de mettre en place des étapes précises et définies pour accompagner l'éventuel parcours de l'aide active à mourir. Et enfin, ce mardi 9 mai, le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, a adopté un avis qui propose d'ouvrir l'accès possible à l'aide active à mourir. Le CESE a donc formulé 13 préconisations, parmi lesquelles la légalisation, dans certains cas, du suicide assisté et de l'euthanasie, le développement des soins palliatifs et la reconnaissance du rôle des proches aidants. Merci Yasmine. Juste une petite chose, parce que je vois qu'ils sont nombreux à nous rejoindre via les réseaux sociaux. Donc, saluer tous ceux qui nous rejoignent, vous remercier partout à travers le monde, puisque cette consultation s'adresse à vous. Alors, saluer également les élus, conseillers français de l'étranger, délégués et tous nos citoyens également qui souhaitent avoir aussi des informations sur le sujet. Merci de nous suivre et pour ceux qui sont davantage sur des horaires en Amérique ou en Asie, eh bien, évidemment, vous aurez la possibilité de nous retrouver en rediffusion et tout au long de ce mois qui vient, eh bien, nous vous ferons suivre des petites capsules reprenant les interventions de nos intervenants. Voilà, Yasmine, je te laisse reprendre le fil. Oui, alors juste avant de passer la parole à nos experts, on a lancé donc en amont de cette visioconférence une consultation destinée aux Français de l'étranger. Donc, je vais vous présenter les conclusions de cette consultation. Alors, je partage mon écran. Voilà. Donc, on a adressé cette consultation donc, aux Français de l'étranger. Donc, on a donc... je décale, voilà.
Donc, en termes de répondants, on voit qu'on a 20% de conseillers élus délégués des Français de l'étranger et 75% de Français de l'étranger. Tout petit âge a vraiment été très, très représenté dans cette consultation. Je n'arrive pas, voilà. Donc, on a eu des réponses venant de 18 pays au total, avec en tête les Pays-Bas, l'Espagne. On a quand même eu des réponses de France. Et donc, on a posé les questions suivantes. La première étant, est-ce que le suicide assisté est autorisé dans votre pays? Donc, 51% des répondants ont répondu non et 30,6% oui. Et si le suicide assisté est autorisé dans votre pays de résidence, pouvez-vous nous indiquer le texte de loi en vigueur ou nous en dire plus sur les modalités? Donc, j'ai sélectionné quelques exemples de réponses. Donc, en Espagne, l'aide active à mourir, euthanasie et suicide assisté est légale depuis 2021. En Australie et aux États-Unis, qui sont donc des États fédéraux, les législations ont été votées dans différents États, mais donc elles dépendent de chaque État qui a voté sur l'aide active à mourir. En Suisse, pardon, le suicide assisté, l'euthanasie active indirecte et l'euthanasie passive indirecte sont autorisés. Et en Belgique, l'euthanasie est dépénalisée depuis 2002 dans des conditions strictement encadrées par la loi. Et par la suite, le pays a également dépénalisé l'euthanasie pour les mineurs. On a également posé la question sur les opinions publiques dans ces pays, si elles étaient ou non favorables lorsque le pays a légiféré sur le suicide assisté. Donc, pareil, quelques exemples de réponses. En Espagne, lors de son vote, donc, qui est très récent, l'opinion publique était favorable à 80% à la loi. Mais ce qui a été pas mal relevé, c'est que par ailleurs, les débats politiques étaient bien plus houleux que l'opinion publique qui était en très, très grande partie très favorable à une législation. En Australie, 85% de la population est favorable à ce que l'aide à mourir puisse être un choix. Et en Belgique, donc, qui a adopté une loi depuis maintenant plusieurs années, le sujet ne fait plus débat. Les seules craintes qui sont revenues assez régulièrement pour les habitants, c'est que la Belgique ne devienne pas un pays mouroir pour ses voisins. Ensuite, on a posé la même question, mais sur l'euthanasie. Donc, si l'euthanasie était légale dans le pays de résidence de nos répondants. L'euthanasie n'est pas légale dans les pays de 57,4% de nos répondants, mais elle l'est pour 34% des sondés. Donc, on a posé la même question sur l'euthanasie, sur les textes de loi et des modalités qui ont amené à ces textes. Donc, quelques exemples de réponses pareilles. En Suisse, l'euthanasie active directe est interdite et pénalisée. En Australie, voilà, comme je l'ai dit, l'aide active à mourir a été votée dans presque tous les États sous des formes différentes qui regroupent le suicide assisté et l'euthanasie. En Allemagne, l'euthanasie est strictement interdite, mais l'Allemagne a autorisé le suicide assisté. Donc, il peut y avoir vraiment des législations totalement différentes. Et l'Inde, pareil, a autorisé l'euthanasie passive, mais l'euthanasie active demeure illégale. Et en termes donc d'opinion publique, en Suisse, la loi sur le sujet, pareil, est assez ancienne et ne fait donc plus débat, mais certains, un peu comme en Belgique, pointent du doigt l'essor du tourisme de la mort, entre guillemets, qui a pu être favorisé par l'expansion du nombre d'associations qui accompagnent des ressortissants étrangers en fin de vie. Et en Allemagne, où le suicide assisté est autorisé, l'opinion est très, très majoritairement défavorable à la dépénalisation de l'euthanasie. Donc, on voit qu'il y a vraiment des nuances entre chaque législation. Alors, on a également posé à nos sondés la question, pensez-vous que la législation française doit évoluer vers une ouverture de l'aide active à mourir, donc qui regroupe le suicide assisté et l'euthanasie, et 76,6% des sondés estiment que oui, la législation française doit évoluer, et 19,1% ont répondu non. Alors, concrètement, quelles modalités d'aide active à mourir vous semblent les plus adaptées? Donc, pour 66% des répondants, ce qui semble le plus adapté, c'est l'ouverture de l'aide active à mourir sous la forme du suicide assisté ou de l'euthanasie au choix. Donc, d'ouvrir cette possibilité de l'aide active à mourir en laissant la possibilité les deux possibilités ouvertes. Et on note quand même que 21,3% de nos répondants ne sont pas pour l'ouverture de l'accès à l'aide active à mourir.
Ensuite, donc, on a demandé quelles étaient les conditions d'accès qui paraissent indispensables aux sondés pour ouvrir l'aide active à mourir. Et donc, j'ai retenu quelques réponses qui sont majoritairement revenues. Donc, les premières, c'était que les étapes du parcours qui ont été votées par la Convention citoyenne sont satisfaisantes, donc que les parlementaires pourront s'appuyer dessus. En deux, qu'il était très important que la volonté de la personne sur sa fin de vie se soit exprimée de manière claire et réitérée. Également, l'accès à l'aide active à mourir doit être simple, mais strictement encadré par la loi. Ensuite, l'accès à l'aide active à mourir doit prendre en compte l'entourage de la personne en fin de vie, c'est beaucoup revenu également. Et également, un accompagnement psychologique doit être mis en place pour la personne en fin de vie et également pour son entourage. Et enfin, ce qui est revenu pas mal, c'est que le parcours ne peut être le même pour les mineurs. J'imagine qu'on aura l'occasion de revenir dessus. On peut donc noter que 60,9% des répondants seraient intéressés pour participer à un groupe de travail des élus à l'étranger pour débattre de ce sujet de société. Donc, on vous remercie pour votre participation à cette consultation. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et je vais tout de suite donner la parole à nos experts. Je vais d'abord nous céder la parole à Monsieur Falorni. Peut-être que vous pouvez nous présenter un peu les conclusions de votre mission d'information que vous avez rendue fin mars. Donc, quel est le cadre législatif actuel en France? Où est-ce qu'on en est? Vers quoi doit-on tendre? Voilà, je vous laisse la parole. Au vu de l'absence de Monsieur Iacovelli, vous aurez un temps de parole d'à peu près 15 minutes chacun. Donc voilà, Monsieur Falorni, je vous laisse la parole. Eh bien, merci.